La lettre est arrivée un mardi. Elle a été apportée sur le dernier kilomètre détrempé par un garçon à poney. L'adresse était écrite d'une main si vieille et si ferme que Selina Radam a su, avant même de briser le sceau. Elle a compris que la lettre venait d'une femme à qui on n'avait jamais rien refusé dans la vie. Elle l'a lue debout, à la fenêtre de ses 2 pièces en location, là où la lumière était la meilleure. Les bougies coûtaient cher, et elle avait appris à organiser ses journées en fonction des heures de lumière gratuite. La lettre venait de la duchesse douairière d'Elmsford, une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée. Elle était brève, elle était directe. Elle ne perdait pas un mot en flatterie, celle que les grandes dames adressent généralement aux femmes qu'elles veulent employer. Elle disait que la duchesse avait entendu parler de Madame Radam par une connaissance commune. Elle la décrivait comme une femme instruite, discrète et dotée d'un bon sens peu commun, veuve, autonome et ne devant rien à personne. La lettre expliquait que le grand manoir de South Tarn, dans les collines du Nord, était fermé. Il était laissé à l'abandon depuis près de 10 ans. Sa bibliothèque pourrissait. Ses pièces étaient recouvertes de housses. Ses comptes étaient dans un état que la duchesse qualifiait de honteux. Et elle disait, dans la dernière ligne, la ligne que Selina a relue 3 fois, que la maison était tombée en ruine. C'était parce que l'homme qui la possédait était lui-même tombé en ruine le premier. La duchesse était trop vieille et trop loin pour réparer l'un ou l'autre. Elle avait besoin de quelqu'un qui le puisse. Il y avait un post-scriptum, de la même écriture ferme. Il disait « Mon fils ne sait pas que je vous écris. Il ne me remerciera pas. Venez quand même. » Selina Radam avait 31 ans. Depuis 7 ans, son mari avait péri en mer, au large d'une côte qu'elle n'avait jamais vue. Elle avait appris qu'une femme sans fortune et sans protecteur n'a que 2 choses à vendre, son travail et son jugement. Le second valait bien plus que le premier. Si seulement elle pouvait trouver quelqu'un d'assez sensé pour payer le prix. Elle avait été l'épouse d'un capitaine de la marine, c'est-à-dire qu'elle avait géré seule une maison et une petite propriété pendant des années, pendant qu'il était en mer, puis seule pour de bon, quand la mer la gardait. Elle tenait les comptes mieux que la plupart des hommes d'affaires. Elle lisait 3 langues. Elle avait soigné les mourants et enterré les morts, négocié avec les commerçants et tenu tête à un évêque. Elle avait fait tout cela sans jamais être vue en train de pleurer en public. Car elle avait compris très tôt qu'une femme qui pleure en public est une femme que les autres se sentent en droit de gérer. Elle n'avait pas vraiment besoin de l'argent de la duchesse. Elle avait un petit revenu, géré avec soin, qui lui permettait de vivre dans 2 pièces propres et de manger simplement. Cela lui permettait aussi de refuser un travail qui l'insultait, mais elle s'ennuyait. C'était l'ennui particulier et pesant d'une personne capable, à qui on ne donne rien à faire. Et elle était curieuse. La dernière ligne de la lettre avait touché en elle quelque chose qu'elle n'examina pas de trop près. Un homme tombé en ruine, une maison abandonnée depuis 10 ans, une mère trop fière pour prononcer le mot « aide » avant le post-scriptum, et encore, de manière détournée. Elle a répondu cet après-midi-là, en acceptant. Elle a énoncé clairement ses conditions, sans les adoucir. Une femme qui adoucit ses conditions est une femme qui a déjà commencé à perdre. La réponse de la duchesse, quand elle arriva, acceptait tout. Elle ajoutait une ligne qui fit presque sourire Selina, seule dans ses pièces. Elle disait « Je savais que vous feriez l'affaire. » Celles qui nomment leurs conditions sont les seules qui en valent la peine. C'est ainsi que, par un après-midi glacial à la toute fin de l'hiver, alors que la lumière déclinait déjà à 4 heures, Selina Radam arriva enfin à Southtown. Et elle vit la maison qui était le miroir de l'homme. Les collines s'élevaient, grises et énormes de tous côtés, encore zébrées de vieille neige dans leurs creux élevés. La route montait le long d'une longue et sombre vallée, à côté d'une rivière couleur de fer. Au bout de la vallée, là où le terrain s'aplatissait avant de remonter, se trouvait un lac de montagne, petit et profond. Il était noir et absolument immobile sous la lumière déclinante, retenant le ciel gris comme une plaque d'ardoise. La maison se dressait au-dessus du lac. Elle avait été une grande maison autrefois, et elle l'était encore dans sa structure. Mais elle portait sa négligence comme un homme fier porte sa pauvreté, partout et nulle part, dans les fenêtres aveugles et voltées, dans la mousse sur les murs nord, dans les mauvaises herbes mortes sur l'allée des calèches. La moitié des cheminées étaient froides. Les jardins étaient retournés à l'état de lande. C'était la maison d'un homme qui s'était arrêté 10 ans plus tôt et qui n'avait pas redémarré.
et elle se tenait au-dessus de son lac noir et immobile, comme une chose qui retient son souffle. Célina la regarda un long moment depuis la fenêtre de la voiture. Elle ne ressentit pas le désarroi que la duchesse avait peut-être attendu d'elle. Elle ressentit plutôt l'agitation tranquille d'une personne capable à qui l'on a montré un grand travail qui en vaut la peine. La maison n'était pas morte. Elle pouvait le voir même depuis la route. Elle attendait seulement. Les maisons, comme les gens, peuvent attendre très longtemps. Elle fut accueillie par la gouvernante, une femme décharnée et anxieuse nommée Madame Peel. Elle ne s'attendait manifestement plus jamais à tenir une maison pour qui que ce soit. Le hall était recouvert de housses. Le grand escalier montait dans l'obscurité. Une drape de protection avait glissé d'un miroir, et Célina y aperçut son propre reflet, grise de voyage. Elle pensa qu'elle et la maison étaient bien assorties, toutes deux usées et en attente. « Sa grâce se tient dans l'ancienne aile », murmura Madame Peel, comme si les mots eux-mêmes pouvaient être entendus et punis. « Il ne dîne pas en compagnie. Il ne reçoit personne. Il n'aura pas su que vous veniez, madame. La duchesse ne lui aura pas dit. » Elle tordit son tablier. « Vous me pardonnerez de le dire, mais les 3 dernières que la duchesse a envoyées, aucune n'a tenu la semaine. Le froid, le silence et sa grâce. Ce n'est pas une maison méchante, madame. C'est seulement une maison qui a oublié comment avoir des gens en elle. Alors elle s'en souviendra, dit Célina en retirant ses gants mouillés. Les maisons s'en souviennent. Maintenant j'ai voyagé depuis l'aube, et j'aimerais un feu et quelque chose de chaud. Et voir le pire de ce pourquoi je suis venu avant de dormir, pour ne pas rester éveillé à l'imaginer pire qu'il n'est. Quelle pièce est la bibliothèque? Madame Peel la regarda comme si elle avait demandé le chemin de la lune. Puis, lentement, quelque chose sur son visage effrayé se détendit. Comme le visage d'un serviteur se détend lorsqu'il rencontre, après une longue absence, quelqu'un qui a clairement l'intention de prendre les choses en main. « Par ici, madame, dit-elle. Attention à la 3e marche. Elle menace de céder depuis 1 an, et personne n'a eu le cœur de la réparer. » « Nous la réparerons jeudi, dit Célina, et la suivit dans l'obscurité. Ce premier soir, elle vit le pire, comme elle l'avait demandé, et le pire était très mauvais. Madame Peel la conduisit à la lueur d'une bougie, à travers des pièces drapées, les unes après les autres. Partout, c'était la même histoire, l'humidité et le froid, et des housses grises d'une décennie de poussière, de bons meubles qui se déformaient, du plâtre fin qui tombait, une grande maison qui mourait à petit feu, faute de quelqu'un pour se soucier de sa survie. Célina ne s'exclama pas. Elle sortit un petit carnet de sa poche et y prit des notes, pièce par pièce, de son écriture soignée. De la même manière qu'elle avait autrefois noté les provisions d'un navire. Une maison, comme un navire, est sauvée par un inventaire avant toute autre chose. On ne peut pas réparer ce qu'on n'a pas d'abord compté. Elles arrivèrent enfin à un long couloir sombre dans l'ancienne aile, et Madame Peel s'arrêta et ne voulut pas aller plus loin. « Sa grâce est par là, » chuchota-t-elle. « Nous n'allons pas plus loin, sauf s'il boit. » Célina regarda le couloir sombre. Elle comprit que quelque part au bout, un homme était assis seul dans le froid, comme il l'avait été pendant 10 ans, et que toute la vaste maison mourante s'était organisée autour de ce seul point fixe de chagrin, comme un corps s'organise autour d'une blessure. Elle ne descendit pas le couloir, mais elle resta un moment à le regarder. Et elle pensa, non pas avec pitié, mais avec la résolution simple et pratique qu'elle apportait à tout. Une maison ne peut être sauvée tant que son cœur est arrêté. Elle avait été engagée pour sauver la maison. Les 2 tâches n'en formaient donc qu'une, quel que soit le nom que la duchesse avait choisi de lui donner. Elle dormit cette nuit-là dans une chambre froide et propre que Madame Peel avait aérée pour elle, avec plus de couverture qu'à son habitude. Elle ne resta pas éveillée à imaginer le travail pire qu'il n'était, car elle l'avait vu clairement et savait exactement à quel point il était mauvais. Et connaître une chose clairement est le remède le plus sûr contre la peur. Elle se réveilla avant l'aube, comme toujours, s'habilla dans le noir et sortit pour voir la maison seule, à la première lueur grise. C'est ainsi qu'elle arriva à la bibliothèque et à l'homme dans le fauteuil. Elle rencontra le maître de maison le lendemain matin, et elle le rencontra par accident, ce qui était la seule façon de le rencontrer. Elle s'était levée tôt, comme à son habitude, et était partie explorer la maison seule, à la froide lumière de l'aube, prenant la mesure du travail. Elle ouvrit une porte qu'elle prit pour un autre salon drapé et trouva à la place la bibliothèque, celle que la duchesse avait dit être en train de pourrir. Elle se tint sur le seuil,
en véritable détresse. C'était une pièce magnifique, et elle était en train de mourir. L'humidité s'était infiltrée dans le mur nord. Les livres étaient gonflés et tachetés sur les étagères. Des séries entières étaient irrécupérables. Le grand globe dans le coin s'était fissuré le long de son méridien. L'odeur de la pièce était celle d'une lente ruine. Moisissure, cendres froides et négligence. Selina Radham aimait les livres comme certaines femmes aiment les enfants, impuissamment et sans calcul. La vue d'une grande bibliothèque laissée à l'abandon la toucha plus que la maison en ruine ne l'avait fait. Elle entra sans réfléchir, se dirigea vers les pires étagères et retira un volume abîmé avec un petit bruit de chagrin. « Laissez-le » dit une voix depuis l'ombre près du foyer froid. « Il n'y a personne pour les lire. » Elle se retourna. Un homme était assis dans l'obscurité, dans le coin le plus éloigné. Il était dans un fauteuil profond, le dos tourné à la fenêtre grise, de sorte qu'il n'apparaissait que comme une silhouette contre la lumière. Elle comprit tout de suite qu'il était là avant son arrivée, dans le froid et l'obscurité, et qu'il s'y asseyait souvent, et que le fauteuil était placé ainsi à dessein, pour que quiconque entrant voie sa silhouette et non son visage. Elle avait été prévenue. La duchesse ne l'avait pas décrit, mais Madame Peel avait murmuré un mot ou deux, effrayée, et Selina avait compris. La cicatrice, la guerre, les 10 ans, votre grâce, dit-elle, et fit une révérence, car quoi qu'il fût d'autre, il était duc, et elle avait des manières. Je suis Madame Radham. Votre mère m'a engagé pour m'occuper de la maison et des livres. Je ne voulais pas vous déranger, mais je suis heureuse de vous avoir trouvé. J'ai beaucoup de questions, et il est bien plus facile de les poser à un homme qu'à une gouvernante effrayée. Il y eut un silence. Elle eut l'impression qu'il n'avait pas l'habitude qu'on s'adresse à lui comme à un homme ordinaire, avec des affaires ordinaires, et que l'expérience ne lui était pas entièrement agréable. « Ma mère, dit-il enfin, d'une voix basse et dure, n'avait aucun droit d'engager qui que ce soit. On ne doit pas se mêler de cette maison. Vous pouvez considérer votre engagement comme terminé. Madame Peel veillera à ce que vous soyez payé pour votre peine et votre voyage. Il y a une auberge au pied de la vallée. La voiture peut vous y conduire avant la tombée de la nuit. » « Elle ne le peut pas, dit Selina. La voiture est repartie ce matin. Je l'ai vue partir, et j'ai signé un accord avec la duchesse douairière, attesté et scellé, que je ne romprai pas. Une femme qui rompt ses accords ne vaut pas la peine d'être engagée. Je crains donc que vous ne soyez coincé avec moi, votre grâce. Du moins jusqu'à ce que les conditions soient remplies ou rachetées. Et je dois vous dire franchement que me racheter coûte cher. J'ai fixé mes conditions très haut, partant du principe que tout homme réduit à engager une étrangère pour sauver sa bibliothèque ferait mieux d'avoir les moyens de se la payer. Ce n'était pas censé être amusant. Elle ne faisait que lui dire la vérité, comme elle la disait à tout le monde. Car elle avait découvert il y a longtemps que la vérité faisait gagner beaucoup de temps. Mais quelque chose se produisit dans la silhouette ombragée près de la fenêtre. Une immobilité, puis un son qu'elle ne put d'abord identifier, tant il était bref et rauque. Une courte expiration brutale. Presque une toux. Elle ne comprit qu'après que c'était le fantôme d'un rire. Le souvenir d'un rire. Un rire qui était sorti à moitié d'un homme qui avait oublié en posséder un, et qui avait été étranglé avant de pouvoir finir. Il se leva. Il fit un pas hors de l'ombre, dans la lumière grise, et la laissa le voir. Elle comprit qu'il le faisait délibérément, comme une sorte de test, ou une sorte de cruauté envers lui-même, pour la voir tressaillir. Elle ne tressaillit pas. Il était grand, brun corbeau, et aurait été un bel homme autrefois, d'une manière dure et aristocratique. Le long du côté gauche de son visage, de la pommette à la mâchoire, courait la longue couture argentée d'une vieille coupure de sabre. Une blessure de cavalerie vieille de 10 ans. Elle tirait légèrement le coin de sa bouche, et avait enlevé toute aisance à ce côté de son visage, de sorte qu'il ne bougeait plus comme un visage devrait le faire. Ses yeux étaient d'un bleu ardoise clair et froid. Ils étaient fixés sur elle avec une attention immobile et terrible, attendant la chose qui venait toujours. L'écarquillement des yeux, le regard rapide détourné, l'adoucissement en pitié, ou le durcissement en dégoût. Selina regarda la cicatrice, car ne pas le faire aurait été une insulte. Puis elle regarda l'homme, et elle dit de la même voix simple, « C'était un sabre de cavalerie, je pense. Mon mari était un homme de la marine, mais j'ai soigné assez de soldats pour reconnaître les marques. C'était bien recousu, somme toute. Vous avez eu de la chance avec votre chirurgien. La plupart des hommes de cette guerre n'en ont pas eu. » Il ne dit rien. Alors, elle continua,
car elle ne voulait pas commencer leur relation en prétendant ne pas voir ce qui se trouvait devant elle. « C'est une chose difficile à porter sur le visage, dit-elle, là où tout le monde doit la voir, et personne ne peut la mentionner. J'imagine que c'est le pire, pas la blessure, mais le fait de ne pas être autorisé à en parler. De sorte qu'elle est présente dans chaque pièce comme une quatrième personne que personne ne nommera. » Il la dévisagea. Pendant un long moment, il ne parla pas du tout. Elle pensa qu'elle était peut-être allée trop loin, comme cela lui arrivait parfois, car elle n'avait jamais appris l'art de taire les choses vraies. Et puis le duc d'Helmsworth dit très bas, d'une voix devenue étrange, « Personne ne m'a dit ça en 10 ans. » « Alors tous ceux que vous connaissez sont des lâches, dit Selina, ou trop gentils, ce qui revient au même à la fin. Elle se retourna vers l'étagère. Maintenant, le mur nord de cette bibliothèque laisse passer l'eau. La moitié de ces livres sont irrécupérables, mais seulement la moitié. L'autre moitié peut être sauvée si nous commençons aujourd'hui. J'aurai besoin de braseros, de chiffons propres et de toutes les paires de mains fortes de la maison pendant une semaine. Puis-je les avoir, ou laisserons-nous le reste pourrir pour contrarier votre mère? Il lui donna les mains, les braseros et les chiffons. Il se dit que c'était seulement parce que c'était plus facile que de discuter, et parce qu'elle serait partie d'ici un mois de toute façon, chassée par le froid et le silence, comme tout le monde. Il n'examina pas pourquoi il était sorti de l'ombre et l'avait laissé voir son visage. Il n'examina pas pourquoi son absence de tressaillement l'avait laissé, pour le reste de cette journée grise, avec la sensation que quelque chose de longtemps gelé avait bougé d'une fraction. Comme la glace bouge sur un lac au premier dégel, avec un son de coup de feu lointain. Dominic, duc d'Helmsworth, n'avait pas toujours été l'homme dans le fauteuil sombre. Il se souvenait, bien qu'il essayât de ne pas le faire, de l'homme qu'il avait été avant l'Espagne. Un jeune officier de cavalerie, avec plus d'entrain que de bon sens, qui riait facilement et souvent. Qui montait à cheval, dansait et courtisait, et croyait, à la manière superficielle et inexpérimentée des jeunes, que le monde était arrangé pour son plaisir. Cet homme était parti à la guerre dans la péninsule parce que c'était la mode et le devoir de sa caste. Et il y avait découvert ce que de tels hommes découvrent, que le monde n'est arrangé pour le plaisir de personne, que le courage n'est pas ce qu'on imagine, que les hommes que l'on commande mourront sur vos ordres, en grand nombre, dans la boue, et qu'ils continueront à mourir dans votre sommeil pour le reste de votre vie. Il avait reçu ce coup de sabre lors d'une charge de cavalerie, par un chaud après-midi espagnol. Il ne se souvenait presque de rien, du coup lui-même, seulement de l'étrange absence de douleur et du sang dans son œil, et du fait que l'homme à côté de lui, un garçon de 19 ans, nommé Timms, qu'il avait promis à sa mère de surveiller, avait reçu le même coup un instant plus tard et ne s'était pas relevé. Il était rentré avec la moitié de son visage, plus aucun rire, et une compagnie de fantômes. Il était venu à South Tarn, la plus reculée de ses demeures, et il avait fermé la porte. Il n'avait pas prévu que ce soit pour 10 ans. Personne ne prévoit qu'une chose dure 10 ans. Cela arrive un jour à la fois. Chaque jour, il est un peu plus facile de rester fermé que de s'ouvrir, jusqu'à ce que rester fermé ne soit plus un choix, mais une habitude si profondément ancrée qu'elle semble être la forme même du monde. La cicatrice avait été sa raison au début, ou son excuse. Il était allé une fois en société, au début, et avait vu les visages, le tressaillement, la pitié, la jolie femme qui avait pâli et s'était détournée. Il avait compris que le monde dans lequel il était né ne le recevrait désormais que comme une curiosité ou une horreur. Et il avait décidé qu'il ne serait pas reçu du tout. Mais la cicatrice n'était pas vraiment la raison, et dans ses heures les plus honnêtes, qui venaient la nuit, il le savait. La raison, c'était les fantômes. La raison, c'était Timms et les autres, et le simple fait qu'il avait vécu. Et eux non. Un homme qui a vu de meilleurs hommes que lui mourir dans la boue n'a plus le droit de rire de quoi que ce soit. Alors il avait arrêté, et la maison s'était arrêtée avec lui, comme le font les maisons. Le lac sous les fenêtres avait continué à retenir le ciel gris dans son eau noire, année après année, immobile, froid et fermé. Telle avait été sa vie. Il s'attendait à ce que ce soit sa vie jusqu'à la fin, peu lui importait quand. Et maintenant, il y avait une femme dans sa bibliothèque qui avait regardé la ruine de son visage et lui avait parlé de chirurgien. Nous allons faire une très courte pause. Si vous ne voulez pas manquer les nouvelles histoires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Elle était là le lendemain matin, et le matin d'après,
et elle n'est pas partie. Elle travaillait. C'est ce qui l'a défait à la fin, bien que cela ait pris beaucoup de temps et qu'il ait lutté tout du long. Elle ne s'asseyait pas avec lui pour le faire parler. Sa mère avait essayé cela dans les premières années, en voyant une succession de douces compagnes engagées pour être gentille avec lui, jusqu'à ce qu'il fuit la pièce. Et il avait fui tout le monde. Selina Radam ne fit rien de tel. Elle travaillait simplement toute la journée à sauver sa bibliothèque, les manches retroussées et une tache de moisissure sur la mâchoire. Et elle le laissait tranquille, sauf si elle voulait quelque chose. Ce qu'elle voulait, c'était généralement des bras. Dès la première semaine, elle avait tout le personnel de la maison sous ses ordres. Elle l'avait obtenu non par son rang, car elle n'en avait aucun, mais en sachant ce qu'elle faisait. Selina comprenait l'humidité. Elle avait tenu la maison d'un capitaine de marine sur une côte humide pendant des années. Elle savait qu'on ne sèche pas simplement un livre. On sèche l'air autour de lui lentement, sinon les couvertures se fissurent et les pages gondolent pire qu'avant. Elle a donc mis les serviteurs effrayés au travail, selon un système, et le système était si manifestement sensé qu'ils ont cessé d'avoir peur. Elle a fait placer les braseros à distance et les a fait déplacer toutes les heures, jamais assez près pour roussir. Elle a fait disposer les livres les plus abîmés, ouverts comme de petites tentes au milieu de la longue table, le dos vers le haut pour laisser l'air circuler. Elle a formé 2 femmes de chambre en un après-midi à soulever une reliure abîmée sans la déchirer. Elle a chargé un valet de pied de tourner le globe fissuré d'un quart de tour chaque jour, pour qu'il sèche droit et ne se déforme pas davantage le long de sa couture. Elle a assigné une tâche à chaque paire de mains et a remercié chaque paire une fois la tâche accomplie. À la fin de la semaine, les serviteurs de South Tarn, qui avaient rampé dans une maison morte pendant 10 ans, en faisant le moins possible, la suivaient d'étagère en étagère comme des canetons. Ils se disputaient pour savoir qui aurait le privilège de sauver les belles reliures en veau. Ils étaient fiers du travail, car elle leur avait montré que le travail méritait d'être fier. Le duc observait tout cela depuis son fauteuil. Il se disait qu'il venait à la bibliothèque chaque jour pour garder sa propriété. Il savait qu'il mentait. Il venait pour regarder une femme compétente faire un travail difficile avec brio. Car il n'avait vu personne faire quoi que ce soit bien, ou se soucier de bien le faire, en 10 ans. Et la vue de cela était comme de l'eau pour un homme qui ne savait pas qu'il avait soif. Elle avait une façon de lui parler que personne d'autre n'avait. Elle ne montrait pas de déférence. Elle ne le maternait pas. Et surtout, elle n'avait pas pitié. Il s'était tellement habitué à la pitié qu'il ne pouvait plus la distinguer de la gentillesse, et avait rejeté les deux ensemble pendant 10 ans comme la même chose douce et insultante. Selina ne lui donnait ni l'une ni l'autre. Il était sec avec elle durant ses premières semaines, souvent. C'était la seule arme qui lui restait, et il l'utilisait maladroitement, comme un homme utilise un outil dont il a honte. Un matin gris, elle lui demanda où étaient conservés les papiers du domaine, car les comptes étaient une honte, et elle avait l'intention de les redresser. Il répondit sans tourner la tête, de la voix plate et froide qu'il réservait au monde. Les comptes ne la concernaient pas, dit-il, et elle ferait bien de se souvenir pourquoi elle avait été engagée. J'ai été engagée par votre mère, dit Selina, sans se presser, pour mettre cette maison en ordre. Et une maison, ce sont ses comptes avant toute autre chose. Mais je vois que vous êtes d'humeur massacrante ce matin. Je vous le redemanderai donc demain, quand vous ne le serez plus, et vous me le direz alors. Parce que vous êtes un homme raisonnable sous tout ça, et les hommes raisonnables ne laissent pas leur maison pourrir pour contrarier leur mère au-delà de la première semaine. Et elle retourna à ses livres. Elle ne regarda pas comment il le prenait. Elle le laissa assis dans son fauteuil, sans rien contre quoi se heurter. Parce qu'elle avait simplement refusé d'être bousculée. Elle lui reposa la question le lendemain matin. Il lui dit où se trouvaient les papiers. Cela devint, sans qu'aucun d'eux ne le nomme, la façon dont les choses se passaient entre eux. Elle attendait que ses colères passent, comme on attend que le temps s'améliore. Sans peur et sans offense. Puis elle reprenait exactement là où elle s'était arrêtée. Et il découvrit, à sa confusion, puis à quelque chose qu'il ne se permettait pas encore d'appeler du soulagement, qu'un homme ne peut longtemps prendre plaisir à être cruel envers une personne qui refuse d'en être blessée. La cruauté avait été un mur. Elle le traversait simplement chaque jour, comme s'il n'était pas là, jusqu'à ce qu'il commence à se demander pourquoi il l'avait construit. Ce sont les contes qui l'ont d'abord fait sortir de son fauteuil pour une autre raison que de la regarder. Elle avait demandé les papiers du domaine, et il les lui avait donnés. Elle les avait emportés sur la longue table de la bibliothèque,
et les avait examinés comme elle examinait tout, patiemment, minutieusement, et avec une indignation croissante qu'elle ne prenait pas la peine de cacher. Car elle découvrit, comme elle s'y attendait à moitié, qu'une maison laissée à elle-même pendant 10 ans n'est pas seulement une maison négligée, c'est une maison volée. L'agent du duc, un homme confortable de la ville voisine, avait touché son salaire pendant une décennie sans en mériter un sou. Il avait laissé tout le domaine péricliter, et d'une manière particulière qui remplit les poches d'un agent oisif. Du bon bois vendu et l'argent pas entièrement comptabilisé. Des loyers perçus en retard ou pas du tout. Les arriérés annulés plutôt que poursuivis, car les poursuivre demandaient du travail. 2 fermes vides qui auraient pu être louées. Une taxe de drainage payée pendant des années sur des terres que le vieux duc avait drainées bien avant et qui n'en avaient plus besoin. Ce n'était pas du grand vol. C'était la petite fuite constante d'un domaine sans surveillance. Sur 10 ans, cela représentait une somme qui fit poser sa plume à Célina et rester assise, immobile. Elle n'alla pas voir l'agent, elle alla voir le duc. « On vous vole », dit-elle simplement, en posant les papiers devant son fauteuil. Pas énormément, et pas par un scélérat. Seulement par un homme confortable qui a compris il y a longtemps que personne ne regardait. J'ai tout marqué ici. C'est beaucoup d'argent sur 10 ans. Et plus important encore, c'est une grande partie de vos propres terres laissées en friche, et vos propres fermiers devenus amers. Car un fermier qui n'est jamais visité et jamais aidé cesse bientôt de se soucier d'une terre dont il pense que personne d'autre ne se soucie. Il regarda les papiers un long moment. Elle continua. « Je peux redresser les papiers en 1 mois, mais je ne peux pas redresser la terre. Seul vous pouvez le faire. Elle est à vous, et elle veut son maître, pas la veuve engagée par son maître avec un grand livre. Vous auriez pu simplement redresser les comptes, dit-il. C'est pour ça que ma mère vous a engagé. Vous n'aviez pas besoin de me montrer tout ça. J'aurais pu, convint Célina. Et vous auriez continué à être assis dans ce fauteuil pendant qu'une étrangère remettait votre maison en ordre autour de vous. Cela aurait été une chose de plus faite pour vous plutôt que par vous. Et vous avez eu 10 ans de choses faites pour vous. Je ne pensais pas qu'une de plus aiderait. Chevauchez avec moi demain. Voyez vos propres terres. Vous leur avez manqué. Les terres ressentent cela. Et le lendemain matin, pour la première fois en 10 ans, le duc d'Elmsworth chevaucha sur son propre domaine, avec une simple veuve à ses côtés sur un cheval d'emprunt. Il regarda les fermes vides, les loyers non payés et les fermiers amers. Et il commença lentement, avec raideur, comme un homme utilisant un membre longtemps inutilisé, à être de nouveau un duc. Cela ne lui revint pas d'un seul coup. À la première ferme où ils s'arrêtèrent, le fermier, un vieil homme nommé Sowerby, qui avait cultivé là sous le père du duc, sortit en s'essuyant les mains et ne reconnut pas son propre propriétaire. Puis il le reconnut, et ne sut que dire, car le duc n'était qu'une rumeur dans sa propre vallée depuis 10 ans, un fantôme balafré dans le grand manoir que personne ne voyait. Il y eut un silence gêné, et puis Célina, simplement, interrogea Sowerby sur le toit de sa grange, qu'elle avait noté dans les comptes comme non réparé depuis 6 ans. Le visage du vieil homme changea. Voici enfin quelqu'un du grand manoir qui connaissait l'état de son toit et semblait penser que c'était important. Il commença à parler. Le duc écouta, et avant qu'il ne reparte, il avait promis à l'homme ses ardoises, et il le pensait. Sowerby resta dans sa cour et les regarda partir avec une expression que Célina avait vue sur les visages des domestiques sa première semaine. Le début prudent et incrédule de l'espoir. Il en fut ainsi, de ferme en ferme, tout au long de cette longue matinée. La vallée commença, lentement, à comprendre que son maître était revenu. Et la vallée, qui avait été amère, commença, lentement, à s'adoucir. Les soirs, au début, il ne venait pas. Il prenait un plateau dans l'ancienne aile et s'asseyait seul, comme il l'avait fait pendant 10 ans. Mais la bibliothèque était chaude maintenant, avec ses braséros et ses nouveaux feux. C'était la seule pièce chaude de la maison, et un homme qui a froid est attiré par la chaleur, quelles que soient ses intentions. Alors, il commença à venir. Il s'asseyait dans son fauteuil près du foyer, avec un livre qu'il ne lisait pas, de l'autre côté de la pièce. Et elle continuait à travailler à la longue table. Et aucun d'eux ne parlait pendant 1 heure entière. Et ce n'était pas un silence inconfortable. C'était le silence de 2 personnes, chacune heureuse, et aucune ne voulant le dire, de ne pas être seule. Un soir, elle cataloguait à la lueur d'une bougie,
murmurant les titres à mi-voix en les écrivant. Et elle tomba sur un livre auquel il n'avait pas pensé depuis des années, un livre de son enfance. Et elle lut le titre à voix haute dans la pièce silencieuse. Il dit, avant de pouvoir se retenir, qu'il avait appartenu à son père, et qu'il l'avait détesté enfant, et aimé homme, ce qui était le cas de la plupart des choses que son père lui donnait. C'était la première chose qu'il lui disait sur lui-même, qui ne lui était pas arrachée. Elle hocha simplement la tête, l'écrivit, n'en fit rien de plus, et passa au suivant. Mais il remarqua qu'elle mit ce livre de côté, à part des autres, sur le coin de la table le plus proche de son fauteuil, où il pourrait l'atteindre. Elle ne dit rien à ce sujet non plus. Il le tourna, et le retourna dans ses mains, pendant un long moment, après qu'elle fût montée. Il ne le lut pas, et n'aurait pas pu dire pourquoi la vue de ce livre, mis de côté pour lui sans un mot, avait desserré quelque chose dans sa poitrine. La première fois qu'elle le fit rire, elle n'essayait pas. C'est toute la raison pour laquelle ça a marché. C'était quelques semaines plus tard. La bibliothèque était à moitié sauvée. Elle était sur une échelle, tendant la main vers une étagère haute, quand Madame Peel vint à la porte, tout agitée, pour annoncer que le vicaire était venu. Le vicaire venait une fois par trimestre, par devoir sinistre, s'asseyait dans un silence terrible pendant les 20 minutes correctes et partait. C'était une visite que les deux hommes détestaient et à laquelle aucun ne mettrait fin. Le duc, depuis son fauteuil, dit de la voix plate et lasse qu'il utilisait pour tout ce qui concernait sa propre vie, que Madame Peel pouvait dire au vicaire qu'il n'était pas à la maison. « Il sait que vous êtes à la maison », dit Célina du haut de l'échelle, sans se retourner. « Vous êtes toujours à la maison. Vous êtes à la maison depuis 10 ans. C'est le mensonge le moins convaincant du nord de l'Angleterre. Le pauvre homme doit faire semblant d'y croire 4 fois par an, ce qui est sûrement une pénitence suffisante pour ce qu'il a fait pour mériter cette paroisse. » Elle attrapa le livre suivant. « Laissez-le entrer. Donnez-lui un verre décent de quelque chose et demandez-lui des nouvelles de son toit. Le toit d'un vicaire est toujours en mauvais état et il en parlera pendant 20 minutes sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. C'est beaucoup moins de tracas que le mensonge, et ça a l'avantage d'être gentil, ce que le mensonge n'est pas. » Il y eut un silence. Et puis c'est sorti de lui avant qu'il ne puisse l'arrêter, avant même qu'il ne sache que ça venait. Un vrai rire, court, rauque et rouillé comme une charnière inutilisée, arraché de quelque part qu'il avait muré 10 ans auparavant. Cela l'étonna plus qu'elle. Il mit sa main à sa bouche, du côté balafré, comme pour l'attraper ou le cacher. Le rire tendit la vieille blessure et rendit le sourire en dessous, tordu et étrange. Une moitié de visage qui riait et une moitié qui avait oublié comment faire. Et tandis qu'il était assis là, la main sur la bouche et les yeux d'ardoise grands ouverts, consterné et stupéfait, comme un homme qui a entendu un bruit dans une maison vide et a réalisé que c'était sa propre voix. Célina descendit de l'échelle. Elle le regarda et n'en fit rien, ce qui était la chose la plus gentille qu'elle aurait pu faire. Elle comprit, sans qu'on le lui dise, qu'il s'était passé quelque chose, qui ne devait pas être remarqué. Sinon, cela ne se reproduirait plus jamais. « Le vicaire, dit-elle, le toit. Allez-y, je serai ici à réparer vos livres et je promets d'avoir l'air très occupé pour qu'ils pensent que vous avez des affaires de domaine sérieuses et que vous ne pouvez pas être dérangé longtemps. » Et le duc d'Elmsworth, encore secoué, se leva, alla recevoir son vicaire et lui demanda des nouvelles de son toit. Le pauvre ecclésiastique stupéfait en parla pendant 25 minutes. Ce fut la visite la moins terrible que les deux hommes aient partagée en une décennie. Après, le duc resta longtemps à la fenêtre de son bureau, regardant le lac noir et immobile, et porta de nouveau ses doigts au coin balafré de sa bouche, où le fantôme du rire semblait encore flotter. Il ne savait pas s'il voulait pleurer ou recommencer. Ce fut le début du dégel, et comme tous les vrais dégels, il ne se fit pas sans heurts. La glace qui a tenu 10 ans ne quitte pas un lac en un jour. Elle grince, se fissure, regèle pendant les nuits froides et se soulève. Il y eut des jours, après ce premier rire, où le duc fut pire qu'il ne l'avait jamais été. Plus froid, plus dur, plus déterminé à la chasser, précisément parce qu'elle l'avait atteint, et cela l'effrayait au-delà du supportable. C'était la blessure elle-même qui luttait pour sa vie, bien qu'aucun d'eux ne l'aurait appelée ainsi. La blessure l'avait gardée en sécurité pendant 10 ans, en sécurité comme une pièce fermée à clé et sûre, et elle n'avait pas l'intention d'être déverrouillée. Et elle utilisait toutes les armes qu'elle avait.
Ses armes étaient toutes tournées vers l'intérieur. Le lendemain de la visite du vicaire, il ne vint pas du tout à la bibliothèque. Il fit dire par Madame Peel que Madame Radam devait se limiter aux livres et ne pas s'occuper du reste de la maison, qu'elle avait récemment commencé à mettre en ordre, pièce par pièce. C'était une petite cruauté froide, et Célina l'a compris exactement pour ce qu'elle était. Il avait ri, et maintenant il en avait honte, et il les punissait tous les deux. Elle fit répondre par la même gouvernante tremblante qu'elle comprenait parfaitement et se limiterait aux livres. Elle ajouta que la pièce voisine de la bibliothèque, le petit salon, laissait entrer presque autant d'eau que la bibliothèque, et que ses boiseries seraient abîmées d'ici 1 mois si on la laissait ainsi. Mais qu'elle ne s'en occuperait bien sûr pas, puisqu'on lui avait interdit le reste de la maison. Puis elle continua son travail. Dans l'après-midi, il était venu lui-même à la porte de la bibliothèque. Il se tenait là, raide et sombre, et dit qu'elle pouvait s'occuper du petit salon après tout. Elle le remercia gravement, comme si l'affaire était réglée entre gens raisonnables, et ne sourit pas, bien qu'elle en eût envie. Car elle avait gagné une escarmouche dont il ne savait pas encore qu'il la menait, l'escarmouche pour sa propre vie. Et elle avait l'intention de la gagner, sans jamais le laisser se sentir vaincu. La maison commença à revivre avec lui. C'était l'étrange grâce de la chose, et Célina, qui ne l'avait pas prévu, l'observa avec un émerveillement tranquille. À mesure que le duc dégelait, Southton dégelait. Il donnait les ordres maintenant, ou elle suggérait, et il les donnait. Les housses furent retirées des pièces une par une. Des feux furent allumés dans des foyers froids depuis une décennie. La mousse fut grattée des murs nord et les mauvaises herbes arrachées de l'allée. Des hommes du village vinrent réparer ce que 10 ans avaient brisé. La grande maison morte commença, pièce par pièce, à respirer. C'était comme si le maître et la maison ne formaient qu'une seule créature, ce qu'ils avaient toujours été en un sens, et ne pouvaient revivre séparément. Célina découvrit qu'elle pouvait mesurer son rétablissement par la maison. Elle pouvait dire quel genre de nuit il avait passé, en voyant s'il ordonnait l'ouverture des volets est. Elle pouvait lire l'état de son cœur dans l'état de ses pièces. Et elle ne lui dit pas qu'elle le lisait ainsi, car un homme qui réapprend à vivre doit pouvoir se croire inobservé. Il y eut une nuit, ce premier printemps, où l'état des choses se montra clairement. Une brebis était en train d'agneler difficilement dans le pâturage. Le berger était vieux et ses mains raides. Le garçon de ferme monta à la maison, presque en larmes, car la brebis allait mourir, et les agneaux avec elle. Autrefois, personne n'aurait songé à déranger le duc. Mais Célina était dans le hall quand le garçon arriva, et elle n'hésita pas. Elle demanda des lanternes et sortit elle-même dans l'obscurité humide, car elle avait déjà fait agneler des brebis sur la côte humide. Et une vie est une vie. Elle ne demanda pas au duc de venir, mais il vint. Elle l'entendit derrière elle sur le sentier, et ne fit aucune remarque. Et tous deux s'agenouillèrent dans la paille de la bergerie froide, à la lueur des lanternes, pendant près d'1 heure. Et à eux deux, ils retournèrent l'agneau, et le mirent au monde vivant, et son jumeau après lui. Les mains du duc étaient habiles, meilleures que les siennes, stables et sans hâte. Et elle vit qu'un homme qui a appris à faire une chose dure et sanglante sous le feu n'en oublie pas la fermeté. Quand les agneaux furent debout et cherchaient la mamelle, il s'assit sur ses talons dans la paille, le sang jusqu'au coude, et les regarda. Les 2 petites choses vivantes qu'il avait aidé à naître. Et quelque chose bougea sur son visage balafré qu'elle n'y avait jamais vu auparavant. Pas un rire, quelque chose de plus ancien et de plus calme. Le regard d'un homme qui a passé 10 ans à ne s'occuper que de la mort et qui vient, de ses propres mains, de faire le contraire. « Vous êtes doué pour ça », dit-elle simplement, en s'essuyant les mains. « Vous devriez le faire plus souvent. Il y a beaucoup de travail vivant sur un domaine de cette taille, et vous avez laissé les autres tout faire pendant 10 ans. Et je pense, ne faire aucun travail vivant ne vous a pas fait de bien. » Il la regarda à travers la lueur de la lanterne. « Vous dites des choses, dit-il lentement, que personne d'autre n'oserait. »« Je sais, dit Célina. C'est mon principal défaut, disait mon mari, bien qu'il dise aussi que c'était ma principale vertu les jours où ça l'arrangeait. » Elle se leva et secoua la paille de ses jupes. « Venez, vous êtes couverts de sang, et moi aussi, et Madame Peel aura de l'eau chaude. Et demain matin, il y aura 2 agneaux vivants qui auraient été morts. Et c'est une bonne nuit de travail, quoi qu'il en soit. » Et le duc d'Elmsworth, qui n'avait pas fait une bonne nuit de travail en 10 ans, se leva et la suivit jusqu'à la maison, à travers l'obscurité humide.
Et cette nuit-là, il ne se sentit pas tout à fait comme un fantôme. Après la nuit des agneaux, quelque chose en lui se relâcha un peu plus. Il venait à la bibliothèque tous les soirs maintenant, et il ne faisait plus semblant de lire. Il s'asseyait près du feu, près d'elle, et parfois il parlait, et parfois non. Et le fait de ne pas parler était devenu aussi facile entre eux que de parler. Un soir, elle lisait. Le vent soufflait fort sur les collines, et un volet s'était détaché quelque part au-dessus et claquait. Elle le vit tressaillir, un petit tressaillement sec, rapidement maîtrisé. Le tressaillement d'un homme pour qui un bruit soudain sera toujours, jusqu'à la fin de sa vie, un coup de feu. Elle n'en fit aucune remarque. Elle se leva simplement sans un mot, alla trouver le volet détaché, le fixa, revint, reprit son livre et ne dit rien. Il ne dit rien non plus. Mais il la regarda traverser la pièce et revenir. Et quelque chose sur son visage s'était adouci, était devenu sans défense. Elle avait compris le tressaillement sans qu'on le lui dise, et avait remédié à sa cause, sans le forcer à la nommer. Et personne en 10 ans ne lui avait fait cette petite grâce particulière. Il ne la remercia pas. Il savait qu'elle ne voulait pas être remerciée. Mais cette nuit-là, quand elle se leva pour monter, il se leva à son passage, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. C'était une petite chose, une courtoisie que tout gentleman montre à une dame. Entre eux, ce n'était pas une petite chose, et ils le savaient tous les deux, et aucun d'eux ne le dit. Le signe le plus sûr de son retour était les enfants. Il y avait l'enfant d'un fermier, une petite fille grave d'environ 6 ans, nommée Nan, la fille de l'homme qui tenait la ferme principale. Elle n'avait aucune de la peur du grand-duc balafré et silencieux que ses aînés avaient, car elle était trop jeune pour qu'on la lui ait apprise. Elle s'était aventurée jusqu'à la maison un après-midi chaud, à la recherche d'un agneau égaré, et était tombée sur le duc dans le jardin renaissant. Elle ne s'enfuit pas. Elle se planta devant lui, regarda la longue cicatrice avec un intérêt franc et enfantin, et lui demanda, sans la moindre cruauté, si ça avait fait mal. Le duc n'avait pas parlé à un enfant depuis 10 ans. Il se retrouva à s'accroupir à son niveau. « Ça a fait très mal à l'époque, dit-il gravement. Mais ça ne fait plus mal maintenant. Ça a seulement l'air de faire mal. » Nan considéra cela avec un grand sérieux. Puis elle l'informa qu'elle avait aussi une cicatrice, au genou, à cause d'une barrière, et la lui montra avec une énorme fierté, relevant son bas pour exhiber une petite marque blanche pas plus grosse qu'un grain d'orge. Le duc l'examina avec une égale gravité et la déclara très belle cicatrice, tout aussi bonne que la sienne, ce qui la ravit énormément. Puis, ayant réglé la question des cicatrices, elle le recruta avec l'efficacité impitoyable des très jeunes pour l'aider à attraper son agneau. Selina observa toute la scène depuis la fenêtre de la bibliothèque, sans être vue. Elle regarda le duc d'Elmsworth poursuivre un agneau dans son propre jardin renaissant, sous la direction d'une fillette de 6 ans. Elle le regarda l'acculer enfin contre le mur, l'attraper et le tendre à l'enfant. Et elle le regarda, une fois l'agneau en sécurité, soulever Nan pour lui montrer quelque chose qu'elle voulait voir par-dessus le mur. Son visage balafré était tout à fait naturel pour une fois, tourné vers la petite fille sérieuse. Elle y avait sur lui une chaleur que 10 ans de société n'avaient jamais eu la permission de voir. Selina dut s'asseoir. La vue de cela avait fait quelque chose à sa poitrine qu'elle n'avait pas ressenti depuis 7 ans et qu'elle pensait ne plus jamais ressentir. C'est ce jour-là qu'elle comprit qu'elle était en danger. Et étant une femme de bon sens, elle nomma le danger pour elle-même, seule cette nuit-là, et ne prétendit pas que c'était autre chose que ce que c'était. Elle était en train de tomber amoureuse de lui. Pas de le plaindre, ce qu'elle n'avait jamais fait. Pas de le materner, ce dont il n'avait pas besoin et qu'elle n'aurait pas offert. De l'aimer. L'homme difficile, en train de dégeler, à moitié balafré, qui revivait lentement. Le rire sec et rauque qu'elle lui avait surpris. La gravité douce qu'il montrait à une enfant de ferme. Les fantômes qu'il portait. Et le courage qu'il lui fallait. Plus de courage que la bataille qu'il avait balafrée, pour ouvrir un seul volet. Et l'aimer était un danger, car Selina Radam avait construit son indépendance durement gagnée sur les décombres de son veuvage, planche par planche. Elle en était venue à la valoriser au-dessus du confort, de la compagnie, de presque tout. Aimer un homme, se lier à nouveau, et surtout, se lier à un duc, à un titre et à une grande maison, et à tout l'appareil pesant d'un monde qui l'examinerait et la jugerait. C'était risquer la seule chose qu'elle avait juré, après la mort de son mari, de ne plus jamais risquer. La souveraineté de sa propre vie.
Elle avait été une épouse une fois. Elle avait été, même dans un bon mariage, une chose qui appartenait à quelqu'un. Elle s'était promis de ne plus jamais l'être. Et la voilà, dans une maison renaissante dans les collines du Nord, en danger de promettre le contraire. Elle ne s'enfuit pas. Ce n'était pas sa manière. Mais elle n'agit pas non plus. Pas encore. Le choix, s'il devait être fait, était un choix qu'elle comptait faire les yeux ouverts, en son temps, selon ses propres termes. Pas de tomber dedans comme une jeune fille. Le monde, qui avait oublié le duc d'Elmsworth pendant 10 ans, se souvint de lui cet été-là, comme le fait le monde, au pire moment possible. Un de ses cousins vint dans le Nord. C'était un homme suave, agréable et à la mode, nommé Monsieur Aldous Sohn. Il était le suivant dans l'ordre de succession au duché, si le duc mourait sans fils. Et il avait passé 10 ans à espérer tranquillement que le reclus de South Tarn lui ferait cette faveur. Il avait entendu, par le bouche à oreille des domestiques qui courent plus vite que n'importe quel poste, qu'une femme était venue à la maison, et que le duc avait été vu parler, et même rire. Et Monsieur Sasson n'aimait pas du tout le son de tout ça. Un duc qui rit est un duc qui peut se marier. Un duc qui se marie peut avoir un héritier. Alors, Monsieur Son vint dans le Nord, plein d'une sollicitude de cousin, pour voir comment les choses se présentaient. Il fut agréable avec Selina, d'une manière qui est pire que la grossièreté. Il complimenta sa compétence, comme on complimente une bonne servante. Il se demanda à voix haute, en souriant, à quel point son pauvre cousin avait de la chance d'avoir trouvé une femme prête à s'enterrer dans un tel endroit, pour un tel but, à son âge. Et pendant le dîner, que le duc endura pour la première fois depuis des années, pour ne pas sembler chassé de sa propre table, M. Sohn orienta la conversation doucement et cruellement vers le passé, vers le bal qui avait eu lieu à Southton le dernier été avant l'Espagne. Comme le duc était gai alors, comme il était beau, comme il était recherché, avant. Il laissa le mot « avant » flotter dans l'air. Il jeta un regard de tristesse agréable à la cicatrice, et il dit combien il était heureux de voir son cousin si bien remis. Bien sûr, ajouta-t-il, un homme dans la position du duc, avec la succession à l'esprit, devait considérer son devoir avec soin. Et on ne pouvait s'attendre à ce qu'il forme une quelconque liaison qui ne soit pas en tout point convenable. Le duc était devenu très immobile et très froid. Selina vit la vieille ombre descendre sur lui, l'ombre qu'elle avait passé des mois à soulever. Et elle vit la blessure se réveiller en lui au mot « convenable », lui redisant toutes les choses qu'elle lui avait dites pendant 10 ans, qu'il était une ruine, que toute femme près de lui devait être intéressée par son rang ou mue par la pitié, qu'il n'avait pas le droit de désirer. Selina posa son verre. « Monsieur Sonnet, dit-elle agréablement, vous avez beaucoup parlé du devoir de votre cousin, de sa position et de ce qui est convenable, et vous avez regardé son visage 2 fois en le disant, pensant que je ne le remarquais pas. Alors laissez-moi être clair, comme je le suis généralement, car je trouve que cela fait gagner du temps. Vous n'êtes pas venu dans le Nord par souci pour votre cousin. Vous êtes venu parce que vous avez entendu dire qu'il pourrait vivre, se marier et avoir un héritier. Et vous avez passé 10 ans à préférer qu'il ne fasse rien de tout cela. Car s'il ne le fait pas, tout ceci vous reviendra. Ce n'est pas une chose méchante à espérer. C'est seulement une chose humaine. Mais c'est une piètre raison pour s'asseoir à la table d'un homme et lui rappeler gentiment tout ce que la guerre lui a pris. J'ai soigné de meilleurs hommes que vous, et je les ai enterrés, et je connais la différence entre l'inquiétude et l'appétit. Vous pouvez finir votre dîner, mais vous ne referez pas cela tant que je serai à cette table, car je ne resterai pas les bras croisés. Et je suis, comme vous l'avez observé, passé l'âge de me soucier de ce qu'un homme comme vous pense de moi. Il y eut un silence retentissant. Le visage agréable de M. Sohn était devenu tout blanc. Et le duc d'Elmsworth, à la tête de sa propre table, regarda Selina Radam comme s'il ne l'avait jamais vraiment vue auparavant. Personne ne l'avait jamais défendu. En 10 ans, personne ne s'était jamais interposé entre lui et la douce cruauté du monde pour simplement refuser de la laisser passer. Il s'était défendu quand il le pouvait, avec le silence et la distance. Il n'avait jamais eu de champion. Et en voilà une, dans une robe retouchée, disant à son héritier en face, de se tenir à carreau, et passer l'âge de se soucier de qui le savait. Monsieur Sohn partit le matin. Et cette nuit-là, pour la première fois, le duc n'endura pas seulement la compagnie de Selina. Il la rechercha. Il la trouva dans la bibliothèque et ne s'assit pas dans son fauteuil éloigné comme il le faisait toujours.
Il approcha une chaise du feu, près de la sienne, et s'assit. Pendant un moment, il ne dit rien. Puis, il lui raconta la chose qu'il n'avait dite à personne. Il lui parla de l'Espagne. Pas la version qu'il donnait au monde, la version propre, la charge de cavalerie, la blessure. Il lui raconta la vraie version, d'une voix basse et hésitante, d'un homme prononçant des mots qu'il avait gardés derrière ses dents pendant 10 ans. Il lui parla du garçon, Tims, 19 ans, dont il avait promis à la mère de veiller sur lui. Il lui raconta comment le garçon avait chevauché à sa gauche cet après-midi-là, effrayé, et comment il lui avait dit que tout irait bien, car c'est ce qu'on dit aux garçons effrayés. Et comment le même coup de sabre qui lui avait ouvert le visage avait tué le garçon un instant plus tard. De sorte qu'il avait vécu et que le garçon était mort, par la force d'une largeur de main de chance et rien d'autre. Il lui parla de la lettre qu'il avait écrite à la mère du garçon, et comment il n'avait pas pu la rendre vraie, et comment il n'était jamais allé la voir en 10 ans, car il ne pouvait pas se tenir devant elle, lui qui avait vécu alors que son fils était mort. Il lui dit qu'il avait cessé de rire, parce que cela lui semblait un vol, que chaque heure de répit qu'il prenait lui semblait voler à des hommes qui n'en prendraient plus jamais. Qu'il avait pensé, en venant dans le Nord, que s'il s'enfermait, ne prenait aucun plaisir et laissait la maison pourrir autour de lui, ce serait une sorte de loyauté, une façon de rester fidèle aux morts. Célina écouta tout cela simplement, sans tressaillir, comme elle écoutait tout. Elle ne combla pas ses silences. Elle n'offrit pas un réconfort qu'il n'avait pas demandé. Elle le laissa tout étaler devant elle, la blessure derrière la blessure, et elle ne se détourna de rien. Et quand il eut fini, et qu'il resta assis, épuisé et tremblant un peu à la lueur du feu, ayant vidé 10 ans dans la pièce silencieuse, elle ne lui dit pas que ce n'était pas sa faute, ce qu'il n'aurait pas cru. Oh, que le temps guérirait cela, ce qui était un mensonge. Elle dit, « Vous n'avez pas volé votre vie à Tims. Un coup de sabre qui manque sa cible d'une largeur de main n'est pas un vol. C'est seulement le monde qui est ce qu'il est, cruel, aveugle, et ne se souciant nullement de notre mérite. Vous avez passé 10 ans à vous punir pour le crime d'avoir survécu, comme si votre misère pouvait être payée aux morts comme une dette. Ce n'est pas possible. Tims n'a pas plus chaud parce que vous avez froid, ni plus en sécurité à cause de votre chagrin, ni moins mort parce que vous ne riez jamais. Les morts nous demandent des comptes, Dominic. Ce sont les vivants qui ont besoin de nous. Et il y a une femme dans le sud de l'Angleterre qui a perdu son garçon et chez qui vous n'êtes jamais allé parce que vous ne pouviez pas le supporter. Je vais vous le dire franchement, votre absence ne lui a rien épargné et lui a coûté le seul homme en vie qui pouvait lui dire que son fils était courageux, qu'il était aimé et qu'il n'est pas mort seul. Vous lui devez cela. Vous ne devez pas votre ruine aux morts, vous devez votre courage aux vivants. C'est plus difficile. C'est pourquoi vous avez choisi la ruine. Il est plus facile de s'asseoir dans le noir que d'aller se tenir devant une mère en deuil et d'être regardé. Mais vous n'êtes pas un lâche, quoi que vous vous soyez dit ces 10 dernières années, et je pense que vous connaissez la différence. Et je pense qu'il est temps que vous fassiez la chose la plus difficile. C'était la première fois qu'elle utilisait son nom, Dominic. Elle ne l'avait pas prévu. C'était sorti avec la vérité, comme ces vérités le faisaient, sans permission. Et il l'entendit résonner dans la pièce silencieuse. Et il ne la corrigea pas, et aucun d'eux ne fit de remarque. Mais quelque chose dans l'utilisation de ce nom avait changé l'air entre eux, et ils le savaient tous les deux. Il partit dans le sud dans le mois qui suivit. C'était la chose la plus difficile qu'il ait faite depuis la guerre. Plus difficile que la guerre. Et il le lui dit avant de partir, debout dans le hall, ses gants à la main, et son visage gris. Elle ne lui dit pas que ce serait facile. Elle lui dit que ce serait difficile, et qu'il le ferait quand même, parce qu'il n'était pas un lâche, et qu'elle s'occuperait de la maison pendant son absence. Et il partit. Il se tint devant la mère du garçon, une petite femme usée dans un petit cottage propre. Et il fut regardé. Et il ne se déroba pas au regard. Il lui dit que son fils avait chevauché à sa gauche, et qu'il avait été courageux, et qu'il avait été aimé des hommes, et qu'il n'était pas mort seul ou effrayé, et que la faute de sa mort n'était celle de personne, sauf de la guerre. Il lui donna la montre du garçon, qu'il avait portée pendant 10 ans, et qu'il n'avait jamais pu envoyer. Il resta 3 jours. Il répara son toit de ses propres mains, parce qu'il en avait besoin. Et il découvrit qu'il ne pouvait pas rester assis dans la même pièce que son chagrin, sans faire quelque chose de petit et d'utile avec. Et quand il repartit, elle tint son visage balafré entre ses 2 vieilles mains et le remercia.
et lui pardonna la chose qu'il n'avait jamais pu se pardonner, c'est-à-dire d'avoir vécu. Et ce fut le début de sa capacité, enfin, à se le pardonner aussi. Il revint à Southtown changé, plus léger, comme un homme est plus léger après avoir déposé une chose qu'il a portée pendant 10 ans. Il revint. Célina le comprit, non seulement à la maison, mais vers elle, bien qu'aucun d'eux ne le dise encore. Mais une blessure qui a gouverné un homme pendant 10 ans ne cède pas son terrain sans un dernier combat. Plus il se rapprochait d'elle, plus, pendant un temps, elle luttait. Il y eut une quinzaine de jours, à la fin de cet été, où il se retira à nouveau d'elle. C'était le vieux schéma, et elle le connaissait maintenant. Mais c'était pire cette fois, parce qu'il y avait plus à perdre. Il l'avait laissé voir tout de lui à la lueur du feu la nuit de Timms. Et un homme qui a montré tout de lui à un autre n'est jamais aussi effrayé que dans les jours qui suivent. Alors, la blessure se réveilla en lui et lui raconta son plus vieux mensonge, celui qu'elle lui avait raconté pendant 10 ans, et qu'elle lui racontait maintenant avec une cruauté nouvelle et spécifique. Elle lui dit qu'une femme entière, saine, capable et libre, ne pouvait pas vraiment vouloir d'un homme à moitié en ruine. Que si elle restait, ce devait être par devoir, ou par la douceur d'un cœur bon, ou par l'habitude de soigner les choses brisées. Que la seule chose honorable à faire était de la renvoyer avant qu'elle ne se réveille un matin et ne comprenne à quoi elle s'était liée. Il devint formel avec elle. Il parla du travail comme étant presque terminé. Il dit un après-midi gris, de la voix plate qu'elle n'avait pas entendue depuis des semaines, qu'elle ne devait pas se sentir obligée de rester à Southton après l'été, qu'il veillerait à ce qu'elle soit bien installée, qu'une femme de ses talents ne devrait pas s'enterrer dans les collines pour lui. Célina posa sa plume. Elle le regarda un long moment, et il n'y avait aucune blessure sur son visage. Seulement la compréhension sereine qui était pire que la blessure, car elle voyait clair en lui. « Vous avez de nouveau peur, dit-elle. Ce n'était pas une question. Et ce n'était pas une accusation. C'était un diagnostic, livré de la voix simple et imperturbable d'une femme qui a soigné de très nombreux hommes effrayés et a perdu depuis longtemps la peur de leur colère. Vous m'avez laissé voir tout de vous, et cela vous a terrifié. Et maintenant, vous avez décidé que la chose la plus sûre est de me renvoyer avant que je ne puisse vous quitter la première. Je le comprends. Je ne le ferai pas. » Elle se leva. Elle n'était pas une grande femme, et il était un grand homme. Et elle leva les yeux vers lui sans la moindre peur. « Je ne reste pas par devoir. Je n'ai aucun devoir envers vous. Votre mère m'a engagé pour une bibliothèque. La bibliothèque est presque sauvée, et je suis libre de partir demain. Je ne reste pas non plus par douceur. Je ne suis pas une femme douce, comme vous avez eu amplement l'occasion de l'apprendre. Si je reste, et je n'ai pas encore dit que je le ferai, ce sera parce que je vous ai regardé les yeux ouverts et que je vous ai choisi. Vous ne pouvez pas me faire fuir un choix que je n'ai pas encore fait. Alors vous pouvez aussi bien arrêter d'essayer et nous laisser tous les deux attendre comme des adultes pour voir ce que je déciderai. » Il la dévisagea, et la blessure, qu'il avait gouvernée pendant 10 ans, sentit le sol se dérober sous elle. Il n'y a aucune arme dans tout son arsenal qui fonctionne contre une personne qui refuse calmement d'être gérée par la peur. Il ne la renvoya pas, il ne le pouvait pas. Il avait rencontré, enfin, une force plus grande que son chagrin, et elle n'essayait pas de le vaincre. Elle attendait seulement qu'il soit assez courageux pour être heureux. Le domaine reprit vie tout au long de cet été, à mesure qu'il reprenait vie. Les dernières housses furent retirées, les jardins furent taillés, et commencèrent, timidement, à se souvenir de ce qu'ils avaient été. Et à travers tout cela, il y avait une pièce que Célina n'avait pas été autorisée à toucher. Une porte sur la façade sud qui restait fermée, ses volets clos. Et elle ne la força pas, car elle avait appris que certaines portes, un homme doit les ouvrir lui-même, ou pas du tout. Il l'ouvrit au cœur de l'été, par une longue soirée dorée, et il l'emmena avec lui. Il l'emmena sans un mot d'explication, le long de la façade sud jusqu'à la porte fermée. Il se tint devant elle, et pendant un moment, il ne put l'ouvrir. Et elle attendit, car elle avait appris à attendre. Et enfin, il l'ouvrit. Et ils entrèrent ensemble dans l'obscurité. Et il traversa la pièce jusqu'aux fenêtres, et de main qui n'était pas tout à fait stable, il ouvrit les volets, un par un. La lumière du soir d'été inonda la longue pièce, et Célina vit. C'était une salle de bal, où ça l'avait été, une longue et belle galerie, avec un parquet fait pour danser, une tribune pour les musiciens à l'autre bout, et de hautes fenêtres donnant sur la vallée jusqu'au lac.
C'était la seule pièce de la maison que la négligence n'avait pas touchée, car elle avait été fermée, scellée et laissée exactement comme elle était. Elle se tenait maintenant comme une pièce dans un souffle retenu, la dernière pièce de son ancienne vie, préservée. Des chaises étaient encore placées contre les murs, comme pour une réception. Dans le grand foyer froid gisaient les cendres grises d'un feu mort depuis 10 ans. La dernière fois que j'ai ri, dit le duc, debout dans la lumière inondante, la longue pièce inutilisée devant lui. Avant vous, avant le vicaire, c'était dans cette pièce. Il y a eu un bal ici l'été, avant que je parte en Espagne. La fin de l'ancienne vie. J'ai dansé dans cette pièce. J'ai ri, j'étais un imbécile, et j'étais heureux, et je ne le savais pas, comme c'est souvent le cas. Il se tourna vers elle. La lumière de l'été éclairait le côté ruiné de son visage, la longue cicatrice argentée, et ses yeux d'ardoise étaient humides, sans honte. Quand je suis revenu, je ne pouvais pas y entrer. Je l'ai fermé. Je ne pouvais pas supporter de voir l'endroit où cet homme avait été heureux, sachant ce qu'il était devenu. Je n'ai pas franchi ce seuil en 10 ans. Il regarda la pièce, puis elle. Je ne sais pas pourquoi je l'ai franchi maintenant, dit-il. Ce n'est pas vrai. Je sais exactement pourquoi. À cause de vous. J'ai fait toutes les choses difficiles de ces derniers mois, à cause de vous. Je vous le dis maladroitement, car je n'ai pas l'habitude de dire quoi que ce soit à qui que ce soit depuis 10 ans. Mais je préfère vous le dire maladroitement que pas du tout. Vous êtes entré dans ma maison morte, et vous n'avez pas tressailli. Vous n'avez pas eu pitié de moi. Vous avez sauvé mes livres. Vous m'avez fait rire. Vous m'avez rendu le nom d'un garçon que je ne pouvais pas prononcer à voix haute pendant 10 ans. Et vous m'avez envoyé dans le sud, chez sa mère. Et vous m'avez défendu à ma propre table, face à un homme qui me souhaitait la mort. Quelque part en faisant cela, vous m'avez donné envie de vivre, ce que j'avais abandonné. Je ne sais pas comment dire ce que c'est, sauf pour dire que je vous aime, que je n'en ai pas le droit, et que je vous le dis quand même. Dans cette pièce, où le dernier homme heureux que j'ai été, a dansé l'été avant la fin du monde. C'était le plus long discours de sa vie, et il lui coûta plus que le sabre. Et Selina Radam se tenait dans la lumière inondante de la salle de bal rouverte, et comprit que le choix qu'elle s'était promis de faire les yeux ouverts était venu à elle, et qu'elle était prête. Elle ne tomba pas dans ses bras. Ce n'était pas sa manière, et il n'aurait pas, elle le savait, voulu une chose si facilement obtenue. Elle resta où elle était, et regarda tout de lui, la cicatrice, l'homme, les 10 ans, et les yeux d'ardoise humides. Et elle fit son choix à voix haute, elle d'abord, simplement, car c'était une femme qui nommait ses conditions. « Je veux que vous compreniez ce que je vais faire, dit-elle, et sa voix était stable, parce que je ne le fais pas à la légère, et je ne veux pas que vous le pensiez. Je suis veuve. J'ai été ma propre maîtresse pendant 7 ans, ne devant rien à personne, maîtresse de ma propre petite vie. J'ai valorisé cela plus que je ne peux facilement vous le dire, car je l'ai gagné à travers le deuil, planche par planche, et j'ai juré de ne jamais y renoncer. Vous choisir, c'est renoncer à une grande partie de cela. C'est devenir duchesse, ce que je ne veux pas. C'est être regardée, jugée et gérée par un monde que j'ai passé 7 ans à tenir à distance. J'ai soigneusement calculé le coût, car je calcule le coût de tout. C'est ainsi que j'ai survécu, et j'ai décidé que je le payerai. Elle s'avança vers lui sur le parquet de danse. Je vous choisis, Dominique. Pas parce que vous avez besoin de moi, bien que ce soit le cas. Pas parce que j'ai pitié de vous, ce que je n'ai jamais fait, mais parce que je vous ai regardé aussi clairement que j'ai jamais regardé quoi que ce soit. Et je vois un homme qui vaut tout le coup, et plus encore. Je préférerais être moins libre à vos côtés que totalement libre sans vous. Voilà, je l'ai dit la première et simplement. Et je pensais chaque mot. Maintenant, vous pouvez arrêter d'avoir l'air si étonné et me répondre. Car je viens de renoncer à ma souveraineté pour vous. Et le moins que vous puissiez faire est de ne pas rester là, à bâiller comme le vicaire. Et le duc d'Emsworth rit. Le rire sortit de lui, plein, sans contrainte et entier. Le deuxième vrai rire de sa nouvelle vie. Et cette fois, il ne mit pas sa main sur sa bouche pour l'attraper ou le cacher. Il le laissa venir, cicatrice tordue et tout, une moitié de visage riant librement et une moitié faisant de son mieux. Il remplit la longue salle de bal rouverte, où le dernier rire de son ancienne vie était mort. Ce n'était pas un vol aux morts. Et il le savait maintenant. Il le savait enfin. Il traversa le parquet jusqu'à elle, le parquet de danse de sa jeunesse ruinée, et prit ses mains simples et capables dans les siennes. Et il prononça son nom,
qu'il n'avait jamais dit à voix haute. Selina. Et c'était un vœu. Et elle lui donna le sien. Dominic. D'abord prononcé dans une bibliothèque en ruine, et maintenant prononcé ici comme une promesse. La lumière de l'été descendit de la vallée, depuis le lac Noir, et remplit la pièce. Il n'y avait plus de fantômes, seulement eux deux, la poussière et la lumière. Ils se marièrent avant la fin de l'été, discrètement, dans la petite église grise au pied de la vallée. La duchesse douairière était assise au premier rang, l'air d'avoir tout arrangé, ce qui, en un sens, était le cas. Selina ne portait pas les gris de veuve qu'elle avait portés pendant 7 ans, mais une robe de la couleur des collines d'été, choisie par elle-même selon ses propres termes. C'était le dernier acte libre de la femme libre qu'elle avait été, et le premier acte joyeux de la femme qu'elle choisissait de devenir. Elle abandonna les gris pour de bon ce jour-là, et ils ne lui manquèrent pas. La blessure ne le quitta pas. Ce n'est jamais ainsi que les choses se passent, et Selina ne l'avait jamais attendu ni souhaité. La cicatrice resta, argentée sur sa joue, tirant toujours un peu son sourire. Il y avait encore des nuits où il se réveillait avec la boue, les cris et le garçon Timms dans les yeux. Ces nuits-là, elle n'essayait pas de le guérir, car certaines choses ne sont pas curables, seulement supportables. Et supportable, c'est assez. Elle se couchait simplement à côté de lui dans le noir et le laissait ne pas être seul, ce qui était la seule chose qui aidait et la seule chose qu'elle avait jamais offerte. Et le matin, les collines seraient là, et la maison vivante autour d'eux, et le travail de la journée à faire. Il y avait beaucoup de travail de la journée à faire, et ils le faisaient ensemble. Il était de nouveau un Duck pour de bon maintenant, parcourant ses terres par tous les temps. Et elle gérait la maison et les livres. Et entre eux, Southton revint pleinement à la vie. Ses fermes furent louées, ses fermiers visités, ses loyers rendus justes, ses pièces chaudes. L'enfant, Nan, devint une habituée des lieux, toujours dans les parages, et le duc, qui n'avait parlé à aucun enfant en 10 ans, ne pouvait rien lui refuser. Il lui apprit à monter à cheval. Il la laissa l'appeler par un nom qu'aucun duc n'avait jamais porté, et cela ne le dérangeait pas. Et une fois, la 2e année, la mère du garçon vint leur rendre visite dans le nord. La petite femme usait du cottage du sud, et elle resta une 15aine de jours. Elle s'assit près du feu avec Selina pendant que le duc était sorti. Et les 2 femmes parlèrent de leur mort, le marin et le soldat, simplement et sans pleurer, comme le font les femmes qui ont porté le deuil longtemps et ont fait une sorte de paix avec ce fardeau. Les morts n'avaient pas quitté cette maison. Ils étaient seulement, enfin, autorisés à y reposer, mentionnés et honorés, et non cachés, ce qui est tout ce que les morts demandent, et tout ce que les vivants peuvent leur donner. La salle de bal fut de nouveau utilisée, pas souvent, et jamais de manière grandiose, car aucun d'eux n'était des gens grandioses, et les collines sont loin de tout. Mais 1 ou 2 fois par an, la longue galerie était ouverte et éclairée. La noblesse du comté montait la sombre vallée dans ses calèches, et il y avait de la musique dans la tribune des musiciens, et on dansait sur le parquet, où le dernier homme heureux qu'il avait été, avait dansé autrefois. Le duc ne pouvait plus bien danser, car sa jambe avait aussi été blessée, avec le visage. Il se tenait sur le côté avec son visage balafré et ses yeux d'ardoise, et regardait sa femme évoluer dans les figures. Cela ne le dérangeait pas de ne pas pouvoir se joindre à elle. Elle revenait vers lui entre chaque danse, à chaque fois, exprès, pour que la pièce sache à qui elle appartenait, et à qui il appartenait, et qu'ils l'avaient tous deux choisi. Et il riait maintenant. C'était la chose que le comté remarquait, la chose qui se propageait dans les collines, et jusqu'aux villes comme la nouvelle la plus étrange depuis des années. Le duc reclus et Balafré d'Elmsworth, qu'on n'avait pas entendu rire en 10 ans, riait maintenant, souvent. Un rire rauque, tordu, à moitié brisé, qui était d'une manière ou d'une autre le son le plus chaleureux de n'importe quelle pièce où il se trouvait. Il riait surtout des choses simples et sans phare, que sa duchesse disait, les choses vraies qu'elle n'avait jamais appris à taire. Et il en riait, non pas parce qu'elle essayait de l'amuser, car elle n'essayait jamais, mais précisément parce qu'elle ne le faisait pas. Parce qu'elle continua toute sa vie à lui dire la vérité aussi simplement qu'elle la lui avait dite dans une bibliothèque en ruine, par un matin gris à la fin de l'hiver. Et la vérité dite simplement par la seule personne qui n'avait jamais eu peur de lui était la chose la plus drôle, la plus chère et la plus curative qu'il connaisse. Le dernier soir tranquille de ce premier été de mariage, ils descendirent ensemble jusqu'au lac.
Le petit lac noir et profond avait retenu le ciel gris, immobile, pendant les 10 années de fermeture. Il n'était plus noir maintenant. Le soleil bas était dessus, et il retenait l'or du ciel, le vert des collines, et eux deux à son bord. Un vent léger bougeait sur l'eau, de sorte que son souffle retenu fut enfin libéré, toute la surface s'agitant et vivante. Célina regarda le lac, la maison renaissante au-dessus, et l'homme à côté d'elle. La cicatrice, les yeux d'ardoise et le sourire tordu en voie de guérison. Elle ne dit rien, car certaines choses se disent mieux en silence, et il comprit son silence, ayant enfin appris à la lire comme elle l'avait toujours lue. La maison avait attendu longtemps. Les maisons le peuvent, et il s'avère que les hommes aussi. Si quelqu'un vient enfin, qui n'a pas peur d'ouvrir les volets, qui sauve ce qui peut être sauvé, qui leur dit la vérité, qui rit avec eux et non d'eux, et qui les choisit simplement, en premier, et les yeux grands ouverts, dans la salle de bal en ruine de leurs anciennes vies, dans la lumière inondante de l'été. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez, et ce que l'histoire vous a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires.